La nouvelle présidente d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, a fait une remarque. En fait, elle a fait un discours devant les employés. Elle a une vision pour la suite des choses et un peu, comme on dit, ça casse la baraque un petit peu dans le discours à tout le moins. Puis on va parler avec toi, Rémi, déjà pour mettre un petit peu en situation, là, qu'est-ce qu'elle a dit, puis c'est quoi qui t'a fait réagir? Bien, en fait, c'est que c'est un discours Salut, en passant, Rémi En passant, Villemur. ben ouais, écoute, on est tellement rendu... Ouais. Bon, écoute, ça détonne là, dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'elle a dit. Donc, elle rencontre les employés, Claudine Bouchard, et elle dit, vous savez, on fait face à Hydro-Québec à un défi colossal. On n'a presque jamais rencontré ça. Il faut doubler la capacité énergétique du Québec. Donc, ça va nous prendre des employés déraisonnables, des gens qui sont prêts à faire des heures supplémentaires, à inventer, à innover, à aller plus loin. Elle dit, ça va nous prendre ce monde-là, ça va nous prendre des rêveurs. Et là, elle dit ça autour de la table et évidemment... On ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est ben, ça pour certains. Là, il y a beaucoup de personnes, notamment dans le milieu syndical, qui se disent, voyons donc, là, c'est quoi ce jargon-là? Rêver, déraisonnable, parce qu'on est rendu au Québec avec une mentalité, pour des bonnes et des mauvaises raisons, d'ailleurs, on va revenir là-dessus si tu veux bien, là, mais pour les bonnes et les mauvaises raisons, une mentalité plutôt conforme aux règles. Hein? Faut aller, on nous demande d'arrêter à 5 heures, on arrête à 5 heures, il y a des protocoles, il y a des règles, il y a des façons de fonctionner. Mais elle sait. Puis en passant, c'est une ancienne employée d'Hydro-Québec. Ce n'est pas une candidate qui est venue de l'extérieur comme Michael Sabia ou l'autre président qu'il y avait eu avant Michael Sabia ou Sophie Brochu. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'entreprise. Et elle sait que ça ressemble, ce qui attend Hydro-Québec, presque le défi qu'on a rencontré dans les années 60, hein, quand il y a eu les premiers barrages, quand Georges Dor avait écrit La Manique, puis qui racontait l'histoire d'hommes qui partaient loin de leur famille, loin de leur femme, puis qui écrivaient à leur femme en disant, écoute, je vais revenir, je m'ennuie de toi, mais je suis en train de construire quelque chose. On est rendu là au Québec. C'est assez incroyable. Ben oui, puis juste, quand tu dis, là, augmenter de 50 sa production d'électricité d'ici 10 ans, que c'est l'équivalent, ça, de 5 à 6 complexes de la Romaine. C'est quand même incroyable. Mais c'est surtout dans ce discours-là de dire, les gens, soyons déraisonnables, c'est ce qu'elle dit, Claudine Bouchard, mais on comprend pas nécessairement pourquoi, dans le sens que le contexte actuel permet pas ça. La culture d'entreprise d'aujourd'hui ne permet plus ça? Bien, je pense qu'en fait, ce qui atteint Hydro-Québec est peut-être un petit peu exagéré. On ne faudrait pas être surpris dans 10 ans si on a revu à la baisse les attentes et qu'on a fait un petit peu moins de progrès qu'on pensait le faire. Mais elle connaît la machine. Elle sait comment ça fonctionne. Elle a travaillé à presque tous les niveaux dans l'entreprise, puis elle sait qu'on éduque les travailleurs de façon à leur demander le minimum, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que au-delà du minimum, c'est un enjeu syndical, c'est un problème. Est-ce que les gens vont se blesser? S'ils se blessent, c'est de la faute à qui? Et c'est d'ailleurs ce que les syndicats lui ont répondu. Ils ont dit, attendez une minute, c'est bien beau là, de dire rêvons, soyons déraisonnables, mais si ça ne fonctionne pas et s'il y a des erreurs, qui va être responsable de ça? Donc, mais ça veut dire quoi aussi? C'est ça aussi. Bien, déraisonnable, ça veut dire qu'est-ce que la raison nous commande? La raison nous commande de continuer à faire ce qu'on fait et d'accélérer un peu la cadence. Ça dit, ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'on change les pratiques, il faut qu'on innove, il faut peut-être qu'on instaure une nouvelle culture d'entreprise. Les gens travailleront peut-être la nuit, les gens feront peut-être des plus grandes journées en échange d'un meilleur salaire. Il faut changer la façon de voir les choses parce qu'on rebâtit le Québec. Doubler la capacité énergétique, là, c'est pas un objectif de croissance normal, surtout avec le délai qu'on s'est donné. Donc moi, je salue cette femme-là. Il va bien falloir regarder comment elle se débrouille, mais moi, j'adore les rêveurs. J'adore quand les gens disent qu'il faut qu'on soit déraisonnable tout en demeurant évidemment responsable. Hein? Pourquoi je sens le besoin de le préciser? Parce que justement, il y a cette culture-là au Québec où il faut toujours préciser ce qu'on est en train de dire quand on dit qu'on veut rêver et voir grand pour le Québec. Hydro-Québec a déjà été un vecteur de fierté pour le Québec. Pourquoi ça ne pourrait pas le redevenir? Oui, se l'est encore, mais je comprends à ce niveau-là, c'est que, tu sais, il y a aussi une affaire de génération, puis, tu sais, la devise, je me souviens, mais on ne se souvient pas toujours de grand-chose, malheureusement, ça, c'est un vrai souci. Mais à quel point ça a changé la vie des Québécois, du Québec, de cette autonomisation, de symbole aussi de cette richesse collective, des changements que ça, tu sais, c'est immense, et des gens qui ont travaillé là, à la sueur de leur front, puis tu as raison de mentionner, tu sais, on voit, il y a des documents d'archives, mais il y a des séries aussi qui avaient été faites là-dessus. À quel point là, ça témoigne de cette époque-là, de cette fierté aussi de dire, hey, on a bâti tout ça.
puis de ramener ça. Je trouve que c'est intéressant, ce que tu mentionnes c'est par qu'en rapport à fait, ça. la fierté d'être québécois, ça passe avant tout par la langue, une langue improbable en Amérique, par l'histoire, une histoire qui est aussi improbable, mais ça part par des institutions, par des grands projets. Et bâtisseurs. Ah, Tu sais, mais quand absolument. on dit bâtisseurs, Mais ça aussi, ça fait partie de cet ADN des Québécois. Mais bâtir, Karima, c'est un verbe qu'on n'a pas utilisé au Québec depuis longtemps parce qu'on rénove, on construit des petites affaires, on répare, Ou on dit patch, rebâtir. On rebâtit, Non, mais là, bâtir. Bâtir, construire quelque chose de grand. Donc, moi, je salue cette femme-là. Bon, ben en tout cas... Bonjour, madame. Bonjour, bon courage. Puis on verra pour la suite. Puis on continue, d'ailleurs, avec ton autre sujet. Ouais. Là, tu voulais me parler... De jeux vidéo. En fait, tu voulais revenir sur notre sujet numéro 1 d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on a commencé l'émission avec ça. OK. Sur ce sport électronique, ce e-sport. On s'entend, là. C'est beaucoup du jeu vidéo là, dans des écoles secondaires. Mais en même temps, moi, je suis peut-être un peu cynique parce que, même si, je ne change pas d'avis sur cette question-là, je doute encore à ce jour de la dimension sportive des jeux vidéo, mais il se trouve que le comité olympique, international olympique a statué et que c'est un sport. Ils ont dit qu'on veut combler le fossé entre les sports plus réguliers, plus traditionnels et les jeux vidéo. C'est pour ça qu'aux prochains Jeux olympiques, il va y avoir des compétitions. Moi, c'est pas la première fois que je suis dépassé par le monde qui m'entoure. Je vis peut-être dans un monde parallèle. Pour moi, c'est pas tellement un sport, mais toujours est-il qu'il n'y aura pas de téléphone cellulaire dans nos écoles à compter de septembre. C'est une très bonne nouvelle, mais il y a des écoles qui, sans le soutien financier du ministère de l'Éducation, chose difficile à croire, parce que comment finance-t-on exactement ces activités-là si ça ne vient pas du ministère? C'est quoi, si on ramasse de l'argent dans des casquettes la fin de semaine au métro Cadillac? Là, je comprends pas. Il y a des programmes intensifs de jeux vidéo, ça me dépasse. Ah oui, complètement. Puis il y a des professionnels dans le milieu, il y a aussi des enseignants, des gens responsables des activités parascolaires qui disent, et ça je trouve que c'est malheureusement très québécois, pourquoi ne pas faire ça? De toute façon, à la maison, ils jouent aux jeux vidéo. Tu dis, mais attendez, vous avez décidé de renoncer totalement à l'idée même de changer l'esprit et certains paradigmes dans la tête de ces jeunes que l'on peut encore orienter ailleurs. C'est quoi? C'est parce que ça se passe à la maison, ça va se passer à l'école, mais mieux encadré. Comment mieux encadré? Ils disent, et ce sont des statistiques qui viennent d'une thèse de doctorat, les jeunes qui ne sont pas inscrits dans les programmes parascolaires de jeux vidéo jouent en moyenne par semaine 30 heures aux jeux vidéo et ça monte à 50 chez les jeunes inscrits dans les activités parascolaires. 30 divisé par 7, ça fait à peu près 4 heures et quelque chose dans une journée. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas dans les activités parascolaires. 50 divisé par 7, ça fait plus de 7 heures par jour si vous jouez du dimanche au lundi. Dans quel monde vit-on? Et dans quel monde vit-on quand des spécialistes en enseignement, des professionnels, des employés payés par le ministère de l'Éducation dans des centres de services scolaires nous disent « écoutez, il n'y a rien à faire, ils jouent à la maison. » Non. Vous pouvez mettre votre pied à terre. Ce n'est pas un sport qu'on devrait tant que ça valoriser. C'est une activité récréative. Ça reste à la maison, à l'école. On s'amuse en jouant avec les autres là, pas avec des robots en ligne, en jouant au soccer, en jouant au tennis, en dessinant, en faisant de la musique. Bonté divine. Donc, qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que tu dis, finalement, le ministère de l'Éducation l'a échappé? Puis, je veux dire, on en a des études maintenant là, sur les impacts de ces écrans-là. Puis on a beau nous dire, oui, mais là, ils vont être mieux encadrés, ça permet d'aller rejoindre des jeunes en difficulté. Il y en a qui apprennent la programmation dans ces programmes-là. Oui. Donc, toi, tu dis, attends, là, allumez les gars, allumez les filles. Là. Vraiment, mais c'est parce qu'on a une responsabilité comme gouvernement, comme école. C'est pas juste de suivre les tendances puis de dire, on va les suivre parce qu'on est cool, nous autres, avec, comme des vieux mononcles un peu pathétiques. On est cool, puis on va se mettre une casquette sur le côté, nous autres, avec, parce qu'on est cool. Non, votre travail, c'est d'élever les jeunes. Donc, un jeu vidéo, c'est une activité récréative. C'est prouvé que c'est pas extrêmement bon pour des jeunes adolescents en formation. Ça les éloigne des autres êtres humains. Ça les rapproche peut-être de leur univers, qui n'est pas un vrai univers, puis qui se passe en ligne, toujours en ligne, toujours en ligne. Donc, du courage, s'il vous plaît, puis de la vision. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Ça revient à la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux enfants?
c'est quoi même comme société, notre histoire, on parle de la langue. Là, ça a l'air hyper réac, vieux jeu ou je sais pas quoi. Non, c'est comme qu'est-ce que tu transmets ça. De toute façon, tu l'as mentionné. Quand tu veux jouer, c'est pas comme les occasions ne manquent pas. Là, les jeunes, quand ils veulent aller sur les écrans, quand ils rentrent chez eux. Donc, à l'école, qui est censée être un sanctuaire de cet apprentissage. Donc, est-ce que, justement, cette mission-là, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Je pense que c'est la grande question. Puis je pense qu'on n'a pas de réponse, malheureusement. Puis je pense que ça fait l'affaire de certaines personnes, de certains enseignants, que des jeunes, pendant l'heure du dîner, soient branchés devant des ordinateurs. Ça fait moins de bruit, ça fait moins de gens à surveiller. T'as rien qu'à te mettre en arrière d'eux autres. Ils sont tous assis en rangée avec un casque d'écoute sur la tête, puis sont buzzés à regarder un écran. Je le pense que ça fait partie aussi du processus ça, de légitimation de toutes ces activités-là. Ça fait l'affaire des gens qui veulent moins surveiller, moins travailler. Ça prend une vision du courage. Puis je m'inquiète vraiment parce qu'on n'a pas de réponse à cette question-là, Karima. C'est quoi qu'on veut au Québec? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? On pourrait mettre des espèces de petits... c'est quoi les petits animaux qu'il faut? Des bruits de criquets. Des criquets. Des ça bruits pourrait de jouer lucioles. Là. On le sait pas. C'était vrai. Bon, ça y est. Ah non, c'est un peu décourageant. Mais je suis d'accord, ça juste... Bon, en tout cas, moi, je trouve que ça n'a pas sa place. Après, c'est un débat. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire qu'on est bien réac là-dessus. Ouais. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Absolument. Merci, Rémi. Bye-bye.